BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Thomas Schmel. C'est le retour de la Ligue 1 ce soir, la Ligue 1 de football, alors que désormais la moitié des clubs français sont détenus par des capitaux étrangers, des fonds d'investissement, des milliardaires. Les rachats se sont multipliés ces dernières années, Léo Dumas. L'Olympique Lyonnais est le dernier en date. Le club de Jean-Michel Aulas est passé sous pavillon américain cet été. C'est le milliardaire John Textor qui prend le contrôle de 66% des parts de l'OL. Et avec le probable rachat du club d'Angers par un fonds américain également, la Ligue pourrait compter 11 clubs détenus par l'étranger. Pierre Maes, auteur et consultant en droit TV, explique la principale motivation des investisseurs américains. Les clubs de foot pour les Américains représentent en fait quelque chose de très qui a beaucoup de valeur à leurs yeux parce qu'ils estiment que c'est unique en fait. C'est un monopole, l'Olympique de Lyon, il n'y en a qu'un. C'est aussi le faible ticket d'entrée par rapport aux autres championnats européens qui fait l'attractivité de la Ligue 1. La France est d'ailleurs le deuxième pays qui exporte le plus de footballeurs, un pays de football qui n'est pas inquiété par l'inflation, estime Pierre Maes. Le fan du foot continuera à aller au match, continuera à acheter des maillots, continuera à s'abonner à la chaîne à péage pour voir ses matchs. Donc ce secteur est assez étanche, on va dire, au problème du pouvoir d'achat. Et ça en renforce également l'attractivité pour un acquéreur. Évidemment, la perspective de plus-value à la revente motive les propriétaires. Sur ce plan, la Ligue et CVC, le fonds qui a investi dans sa société commerciale, sont optimistes pour le football français. Ils estiment notamment que les droits TV vont grimper. Midi 18 sur BFM Business. Bonjour Lucas Rondel. Bonjour. Spécialiste de l'économie du sport, directeur de recherche au CNRS. On a le sentiment, alors que la Ligue 1 reprend ce soir, qu'on est face à une saison charnière. Dans quel état d'esprit est-ce que vous abordez cette nouvelle saison de football ? Disons que on va dire que c'est une saison un petit peu de la renaissance, puisque c'est vrai qu'on d'un point de vue financier, la Ligue 1 a connu quand même deux années un peu difficiles. Donc on espère effectivement que d'un point de vue financier, la Ligue 1 se relève un petit peu cette année, quoi. Oui, 2 ans qui ont été marqués par la pandémie, la chute des recettes des clubs de par la billetterie, des clubs qui ont beaucoup misé sur les droits TV, peut-être un peu trop gourmands. On se rappelle du fiasco Mediapro. Parlons, si vous le voulez bien, de ces droits TV qui doivent être renégociés cette année, puisque Amazon possède aujourd'hui la majorité des matchs, les droits de diffusion de la majorité des matchs, et Canal+ se sent un peu lésé dans cette distribution. Oui, ben ça c'est lié aussi au protocole, un petit peu à la façon dont sont vendus les droits TV avec un protocole d'enchère qui était spécifique. Donc Canal+ n'est pas content parce qu'effectivement le montant avait été décidé dans une enchère qui était globale. Donc effectivement comme il y a eu le fiasco Mediapro, la défense Mediapro et que les droits ont été renégociés a posteriori, effectivement, Canal+ n'était pas très content. Mais d'un point de vue, il y a toujours un petit peu un litige juridique à ce niveau-là. Est-ce qu'on doit s'attendre à ce qu'à nouveau, les clubs de foot soient trop gourmands et les yeux plus gros que le ventre ? Est-ce que la Ligue 1 vaut 1 milliard d'euros ? Ça, c'est difficile à dire. D'un point de vue économique, de toute façon, la Ligue 1 vaut 1 milliard d'euros si quelqu'un est prêt à mettre 1 milliard d'euros pour acheter les droits TV. Donc, d'un point de vue, de ce point de vue-là, il faut attendre un petit peu ce que va nous révéler un petit peu le marché et la nouvelle procédure d'appel d'offres. Alors après, est-ce que moi j'aurais tendance à dire que le point faible de la Ligue 1, c'est quand même les droits internationaux. Quand on voit effectivement que les droits internationaux qui devraient être renégociés, je crois, à partir de 2023, quand on voit que les droits internationaux sont d'un montant de 85 millions d'euros, pour un championnat qui a quand même effectivement le PSG dans son effectif, entre guillemets, avec Neymar, Messi, Mbappé, etc., c'est très très faible. À titre de comparaison, si vous regardez ce qui s'est passé à la Première Ligue en est à pratiquement autant de droits de TV internationaux que de droits domestiques. Et ces droits sont à peu près de l'ordre de 2 milliards d'euros. Donc vous voyez qu'effectivement, il y a quand même quelque chose qui ne va pas à ce niveau-là.
1 milliard, c'était un peu en dessous du prix qui avait été négocié par Mediapro. Alors effectivement, la Ligue 1, ce n'est pas la Première Ligue, ce n'est pas la Liga, ce n'est pas le Calcio non plus. Comment est-ce qu'on attire aujourd'hui? Comment est-ce qu'on rend vendable le produit Ligue 1? Est-ce que c'est par des vedettes? Vous avez parlé de Neymar, de Mbappé. Qu'est-ce qui peut attirer des investisseurs? Moi, je pense que il y a une recette simple entre guillemets, simple comme ça. Mais c'est vrai que vous avez des effets effectivement ce qu'on appelle des effets superstars ou des effets stars. Donc, plus vous avez de bons joueurs dans votre effectif, plus la demande entre guillemets, la demande de stade est forte et la demande de télé va être forte. Mais vous avez aussi c'est un peu ce qui se passe au niveau de la Première Ligue ou en Espagne, etc. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a quand même des locomotives. Lorsque vous avez des locomotives dans votre championnat, c'est quand même plus facile à vendre. Ça, c'est clair. L'arrivée d'un nouvel acteur, CVC, soulage un petit peu, j'imagine, le monde de la Ligue 1. Aujourd'hui, ça peut permettre de stabiliser ce secteur. Alors, c'est vrai que les 2 années passées ont été difficiles. Il y a déjà une décision qui a été difficile à comprendre, c'est-à-dire l'arrêt des championnats au moment de la crise du Covid. Donc ça a été un petit peu délicat aussi à passer. Il y a eu l'année, effectivement, à huis clos, où là aussi, ça a été un peu compliqué pour la Ligue 1, mais pour tous les championnats. Donc on s'est retrouvé effectivement avec les 2 derniers passés avec des déficits au niveau des résultats des opérations courantes, autour d'un déficit de 1 milliard pour 2020 et 1 milliard pour 2021, donc ça fait quand même beaucoup. Ça a été un petit peu rattrapé en 2020 par les transferts, hein, qui ont été de l'ordre de 600 000 €. Mais l'année dernière, la balance nette des transferts a diminué de pratiquement de 50%. Donc c'est vrai que ça a été un petit peu, ça a mis un petit peu la Ligue dans une situation financière délicate, sachant que ça a toujours été le cas depuis 10 ans. C'est-à-dire que vous avez une Ligue qui est déficitaire au niveau de sa balance des opérations courantes, mais qui arrive à son équilibre financier par l'intermédiaire des transferts de joueurs. Alors, ça remontait un petit peu à votre question précédente, hein, c'est-à-dire si vous avez une Ligue qui assure son équilibre financier uniquement à travers la vente de ses meilleurs joueurs, c'est vrai qu'au niveau des arguments de vente, ça nuit un petit peu à l'argument de vente. Oui. Donc c'est vrai que là, vous avez effectivement l'arrivée des fonds d'investissement dans le football, hein, qui se traduisent de différentes manières, à travers l'achat de clubs, mais aussi à travers l'achat de parts dans les sociétés commerciales, des ligues. Ça s'est fait en Espagne et ça se fait en France. Donc c'est vrai que c'est un apport de liquidité, un apport de trésorerie pour les clubs français actuellement. Repenser le modèle économique de la Ligue 1, mais le modèle économique des clubs aussi, pour renforcer l'attractivité de la Ligue 1. Il va y avoir des clubs qui vont être déclassés. 4 doivent partir, on le sait. Les clubs misent beaucoup là-dessus pour gagner une part de ce gâteau, des droits notamment de diffusion télé. Comment est-ce qu'on avance quand on est gérant d'un club aujourd'hui et qu'on a beaucoup d'incertitudes économiques quant à une relégation possible en Ligue 2? Alors c'est vrai que quand on regarde les clubs qui ont eu des difficultés financières dans le passé, hein, c'est-à-dire qui ont déposé le bilan ou qui ont perdu leur statut professionnel, souvent ce qui a déclenché ces difficultés financières, c'est une relégation. Hein. C'est pas contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas forcément une mauvaise gestion des clubs, c'est plutôt une relégation, parce que c'est vrai qu'il y a un gouffre économique entre la Ligue 2 et la Ligue 1. Donc c'est vrai que c'est possible. Voilà, la première année, c'est encore jouable parce qu'effectivement, vous bénéficiez des revenus de l'année précédente. Et c'est vrai que si vous n'arrivez pas à remonter l'année d'après la relégation, c'est vraiment compliqué pour se redresser, quoi. On met du temps. Néanmoins, bon, c'est vrai qu'on retrouve, même si ça met du temps, les clubs de foot renaissent un petit peu de leur cendre. Mais bon, c'est facile à dire, mais difficile à vivre. Difficile à vivre pour le club des Girondins aussi, Lucas Rondel. Le cas de Bordeaux nous interpelle en ce moment, qui a failli être relégué. Aussi. Oui, Bordeaux et Saint-Etienne. Bon, c'est vrai que là, apparemment, ils ont gardé leur statut professionnel et ils vont pouvoir jouer en Ligue 2. Donc on va voir. C'est vrai qu'on va voir si cette année ils vont être capables de remonter. Mais c'est vrai que pour les clubs de Ligue 1, ça va être compliqué. Avec 4 descentes, ça va être assez douloureux pour beaucoup de clubs. Hein. Cette année, il y aura un événement exceptionnel, la première Coupe du Monde qui aura lieu en hiver
en novembre. 45 jours d'arrêt aussi pour la Ligue 1, ça peut faire perdre de l'attractivité selon vous? Alors c'est vrai que là, on manque un petit peu de recul par rapport à tout ça, parce que c'est vraiment la première fois où vous avez une Coupe du Monde qui a lieu l'hiver. Et notamment, effectivement, pour des championnats comme la Première Ligue, etc., qui ont l'habitude, effectivement, d'avoir ce genre d'événements internationaux au moment au moment de l'été. C'est vrai que c'est un petit peu, c'est un élément vraiment nouveau. Alors après, quelles conséquences ça va avoir sur les championnats? C'est vrai que c'est difficile à dire, je vous dis, parce que c'est vraiment la première fois que cet événement aura lieu en hiver, au milieu des grands championnats. Ma foi, il y a quand même, on peut regarder ce qui se passe, mais c'est dans des ligues qui sont un petit peu particulières. Aux États-Unis, par exemple, où eux, effectivement, ils ont tendance à jouer sur l'année civile, et donc ils continuent à jouer pendant les grands événements internationaux. Mais là, vous avez effectivement, c'est un petit peu différent, parce que vous avez les ligues sont capables de continuer sans leurs internationaux, quoi. Ce qui est beaucoup plus difficile donc, dans les ligues européennes. Et oui, tous les grands joueurs vont être indisponibles pendant la durée de cette Coupe du Monde. Au niveau des performances, je ne sais pas trop. Peut-être qu'effectivement, le niveau sera meilleur parce que les joueurs sont peut-être moins fatigués, en meilleure forme. Mais c'est vraiment difficile à anticiper. Merci Lucas Randel, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de l'économie du sport, d'être intervenu dans BFM Business pour nous raconter la reprise de la Ligue 1 ce soir avec cette saison à haut risque.